Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Startup Début. L'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de donner la parole à Jean. Salut Jean. Salut. Donc Jean est le fondateur d'une boîte qui s'appelle J2R Dynamics. Et Jean a créé une moto électrique très spécifique. Et le but de l'échange qu'on va avoir aujourd'hui avec Jean, c'est notamment de pouvoir partager son retour d'expérience sur la construction d'un produit, sur la construction d'un prototype. Il y en a pas mal parmi vous qui cherchent à construire une structure ou à développer un business autour d'une production industrielle, autour d'un produit, quel qu'il soit, une moto, un produit de soins, un produit beauté, de la déco, ce que vous voulez. Et en fait, ça passe systématiquement par des processus, des étapes, voilà, et qui ne sont pas toujours évidentes à maîtriser quand on se lance. Voilà. Donc, merci déjà, Jean, c'est super sympa de nous rejoindre aujourd'hui pour pouvoir faire ton petit retour d'expérience, échanger avec nous sur les réussites, les gadins, voilà. Yes. Il y a une grosse actualité pour J2R, du coup on terminera cet échange sur cette actualité-là. Et pour démarrer, évidemment, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es et ce que fait J2R un peu plus en détail. Ouais, bien sûr, merci de m'inviter. Hyper content d'être ici. Donc moi c'est Jean, j'ai 27 ans et à 25 ans j'ai créé J2R Dynamics, donc il y a à peu près 2 ans. Et en gros, J2R Dynamics, c'est alors le propos de l'entreprise, c'est de créer des modes de transport, disons, associés micromobilité, mobilité douce. Et le premier produit dont l'actualité dont on parle concerne ce premier produit s'appelle Small, et c'est un motocycle électrique équivalent 125. Donc voilà, qui se veut être rationnel dans sa conception. Il y a un angle éco-conception, disons, et à l'entreprise et à ce modèle-là. Faire mieux avec moins. Et voilà, donc j'ai fondé cette entreprise et ça fonctionne. Enfin, je sais pas tu dis que la moto roule. La moto roule. Non, mais voilà. Et qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est une reconversion entre guillemets, puisque moi je suis analyste de données. Ouais, voilà, c'était la question. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est ton parcours et ensuite comment est-ce qu'on en arrive à ce produit, comment est-ce qu'on en arrive à la moto ? Est-ce que tu t'es levé un matin en disant putain, je vais faire de la moto ? Ou pas du tout. Non. En fait, alors moi, je suis analyste de données initialement. Donc, je travaille dans l'industrie du jeu vidéo, dans l'e-sport dernièrement. Le dernier taf que j'ai exercé cet été dans l'e-sport. Et en fait, le projet de la moto, il vient. Alors, si on prend le tout début, d'un moment où je me dis il faut que je dessine une moto, ensuite d'un moment où je dessine cette moto, ensuite d'un moment où je quitte mon travail d'analyse de données, je fais cette moto. Enfin, je la conçois, je commence à la concevoir. On va parler après des étapes de conception, mais une première, preuve de concept, etc., que je décide de concevoir très vite pour valider un certain nombre d'hypothèses de roulabilité et de design. Et une fois que j'ai validé ces hypothèses, et que j'ai le proto sous les yeux, je vois qu'il y a quand même quelque chose qui est né de tout ça. Alors à l'époque, c'est pas de l'existant industriel, mais du moins il y a un peu de matière grise qui a été mise dedans. Donc je me dis, faisons-en une entreprise. Puis analyse de marché et on y va et on est là aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le produit ? Parce que tu l'as dit un peu, Small a un côté less is more. Qu'est-ce qui conduit au less is more et c'est quoi les caractéristiques un peu spécifiques ? Alors, on en a beaucoup parlé, on a eu la chance de beaucoup échanger ensemble sur la constitution de la moto, sur sa chaîne de valeur, son fonctionnement, etc. Mais pour que les gens comprennent un petit peu ce qui fait la différence, qu'il commence à y avoir de la moto électrique sur le marché. Okay. Et quand on avait discuté, on voit quand même assez clairement des éléments qui font que Small, c'est pas une moto électrique comme les autres. Okay. Grosso modo, qu'est-ce qui la différencie un peu ? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le produit en lui-même ? Ouais. Bien sûr, ce qui différencie, moi je dirais d'innombrables choses si on part dans le microscopique de ce que sont les technologies à l'intérieur, mais si on doit parler de l'ensemble, c'est qu'au départ, lorsque moi je m'entoure de bureaux d'études de conception, on part du principe qu'on fait les choses avec le moins de pièces possible, avec le moins de déperdition d'énergie possible, avec des technologies à hyper haut rendement énergétique. Donc en fait, un moteur dans la roue, ça s'imposait pour ça. Après, c'est toute une chaîne d'entraînement qui limite les lubrifiants, qui limite la déperdition d'énergie, le fait que la chaîne de transmission, c'est pas qu'elle n'existe pas, mais elle est de la roue. Oui, c'est la roue elle-même qui tourne en fait. Non, mais ça a l'air un peu con dit comme ça. Mais au final, il n'y a pas quelque chose qui fait tourner la roue. Il n'y a pas pas de chaîne, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas ces éléments-là qui font partir la roue. C'est la roue qui avance d'elle-même. Exactement. C'est chelou quand je le dis comme ça quand même. La roue avance d'elle-même. Okay. Exactement. Et donc ça, c'est pour la conception, disons, de la propulsion et ensuite sur tout le reste.
limiter au maximum le nombre de pièces. Alors ça va être plus, disons, il faut que ça se ressente pas sur l'aspect extérieur. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir une moto, d'un bon standing, etc. Mais en vérité, on réduit drastiquement le nombre de pièces. Alors par rapport à un thermique, évidemment, on réduit le nombre de pièces puisqu'il y a moins de pièces dans l'électrique. Et par rapport à nos homologues électriques, on considère qu'effectivement, on réduit le nombre de pièces. Et plus on développe, plus on réduit le nombre de pièces, parce qu'en fait, c'est la mission de J2R Dynamics pour ces produits. Est-ce que quelque part, on peut pas se dire qu'en réduisant le nombre de pièces, on réduit le nombre d'emmerdes? Ouais, carrément. Enfin, pour toi, mais aussi pour nous, voilà, parce qu'on va quand même avoir le plaisir d'utiliser ta moto. Est-ce que ça veut dire que théoriquement qu'on va avoir moins d'emmerdes? Parce que c'est comme souvent ce qu'on se dit avec l'automobile moderne, tu vois, ou la moto moderne, c'est que ça tombe vachement plus en panne qu'avant. En fait, c'est juste qu'il y a 10 fois plus de pièces qu'avant, quoi. Ouais, carrément. Alors l'idée, c'est de dire, effectivement, l'assise mort, c'est aussi étudié pour la réparabilité, c'est-à-dire qu'avoir un moteur dans la roue, et surtout prendre l'électronique de puissance et pouvoir la mettre hors service rapidement. Et ben ça permet déjà la réparabilité par un concessionnaire traditionnel, et surtout ça permet de dire s'il y a une casse moteur, comme le moteur c'est une roue, on change la roue et 10 minutes après on est reparti et nous on répare. Donc oui, effectivement, beaucoup moins d'emmerdes sur ça, et d'ailleurs, c'est des moteurs archi fiables qui sont développés pour ça, où en fait on peut tenir un nombre de kilomètres qui est presque délirant par rapport à l'utilisation qu'on pourrait faire d'une moto comme ça. Et donc oui, en limitant le nombre de pièces et en mouvement et dans la moto, effectivement, on limite et on améliore la maintenance, quoi. Est-ce que tu peux, pour conclure sur cette partie produit, nous dire grosso modo qui est la cible de Small? Ouais, bien sûr. Qui va acheter Small? Qui achète pour toi, on verra en vrai. Mais absolument tout le monde. Oui, il y a la petite journée de formation et puis en avant, quoi. Exactement. Non, la cible de Small, c'est des gens qui font des trajets urbains, périurbains. Donc, mode de vie, je dirais urbain. On a sur une batterie 90 km et sur deux batteries un peu moins du double, mais parce qu'on a un petit peu plus de poids, mais c'est résiduel. Et voilà, une population qui aime les objets de design, j'imagine, puisque il y a aussi, on dit qu'on met le design au service du rationnel toujours. On design certes des choses belles et ensuite on en fait quelque chose d'éco-conçu. Donc voilà, quelqu'un qui a envie d'un objet de design, qui a envie de commuter dans l'espace urbain avec des batteries amovibles, donc qui rendent les trajets pratiques. C'est ça l'audience. Et puis la population côtière aussi, puisqu'il y a une version Scrambler qui sera sortie. Donc sur la plage, c'est utile, on va dire, d'avoir une version Scrambler. Pour aller monter la dune du Pilat, Exactement. Il y a la batterie, c'est bon, ça passe. Exactement. Ça grimpera. Ouais, on peut la faire 3-4 fois la dune du Pilat. Allez, retour. Exactement. Après, le sujet qu'il y a aussi derrière, c'est que moi j'ai trouvé, alors on vous la montre dans la vidéo, donc comme ça vous allez pouvoir y jeter un coup d'œil. Mais en gros, moi je trouve que la notion de l'assise mort, elle est encore un peu plus accentuée par le fait qu'elle a un design aussi avec un côté un peu minimaliste, voire un peu nordique, tu vois, on en avait parlé. Il y a une vraie recherche d'homogénéité entre le fait de dire c'est l'assise mort et en même temps le fait de dire voilà, le design aussi et l'assise mort, elle fait pas moins qu'une moto, c'est une moto, mais par contre dans la quête du design on allait chercher des choses assez épurées, des lignes assez tirées, tu vois, on n'est pas sur une italienne, quoi. Ouais, non, clairement pas. J'aime bien le côté nordique. Le l'assise mort dans le design, il fait sens parce qu'il parle du produit, il parle de comment on le fait, mais l'idée aussi c'est de dire on n'est pas parti d'une base thermique pour faire une moto électrique. Moi, ce que je dis souvent, c'est ne pas s'excuser d'être une moto électrique. Il y a quelque chose qui est significatif, c'est le carter central qui contient toute l'électronique de puissance. Ça se voit pas sur une thermique parce qu'en fait, il n'y a pas de carter central qui contient l'électronique de puissance dans une thermique. Et en fait, au lieu de le cacher et de dire, oh, regardez, il ressemble un peu à un moteur thermique, non, là, en fait, on met un énorme logo Small by avec des ailettes. Voilà. Là, on met un énorme logo Small by J2R Dynamics. On montre que c'est ça qui est en fait l'essence de notre c'est produit. le cœur. Le cœur est ailleurs, mais il y est quand même, quoi. Exactement. Ouais. Et du coup, ça permet d'avoir des espèces de liberté en termes de design, notamment avec le moteur dans la roue qui permet de libérer de la place au milieu. Et du coup, on a quelque chose d'assez élancé, le carter central prend moins de place. Donc ouais, pour moi, c'est assumé. Et le design parle aussi de ce minimalisme-là. Et c'est assumer d'être quelque chose d'électrique et de dire, en fait, en termes de performance, on sait qu'on est bien, mais du coup, en termes de design, on essaie aussi de pas avoir de complexe de complexe par rapport au thermique. Parce que je pense qu'il y a quand même
dans le marché du deux roues électrique, il y a eu beaucoup de tentatives, mais sensées, hein, de dire on fait quelque chose qui ressemble beaucoup à un thermique et on met un moteur électrique dedans, quasi Ouais, du on rétrofit. ne veut pas acculturer l'utilisateur, donc on fait comme si, quoi. Ouais, voilà. C'est juste que ça fait pas le même bruit. Ou pas de bruit. Exactement. Et là, non, l'idée, c'est de dire, en fait, pour créer de l'existant industriel, bah, vaut mieux repenser les choses. Et du coup, en repensant les choses, on se rend compte qu'il y a certaines architectures, mais là, c'est plus technique, mais il y a certaines architectures traditionnelles de cadre ou de bras oscillants, etc., qui ne correspondent pas, en fait, à l'électrique. Et donc, nous, on est parti de la feuille blanche avec un cabinet. Ouais, c'est ça, il y a à réinventer, en fait. Ouais, exactement. Il y a eu une phase longue de réinvention de certaines choses parce qu'en fait, on se rend compte, typiquement sur l'amortissement, et ben, le fait d'avoir énormément de poids dans la roue, ça change énormément de choses en termes de géométrie. Et ça, ouais, c'est quelque chose sur lequel on se penche, bien sûr. Ouais, c'est logique. En disant, voilà, on essaie de faire émerger quelque chose de ce choix-là plutôt que de dire, bof, l'électrique, c'est un peu un downgrade du thermique, Ouais. mais bon, si on doit le faire, on va le faire. On va faire comme on peut, quoi. Ouais, voilà, Ouais, c'est pas le exactement. but. Alors justement, pour aller du coup plus loin sur la question de produit et donc aller aussi dans le sens de la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est-à-dire en gros, quelles sont les étapes de la construction d'un produit industriel, de l'idée, on va dire, aller jusqu'au lancement de la pré-série. On va avoir du mal à aller au-delà de la réflexion aujourd'hui sur la pré-série, déjà parce qu'on n'a pas 3 heures devant nous, parce qu'en vrai, voilà, si on va jusqu'à la semi-industrialisation, l'industrialisation complète, voilà, c'est pas 30 à 40 minutes qu'il faudra, c'est 2-3 heures. Mais du coup, voilà, pour toi, OK, j'ai l'idée de produit, je commence à dessiner la moto jusqu'à la sortie de la pré-série, puisqu'on en parlera après dans la suite, il y a la pré-vente bientôt de Small. Donc, quelles ont été les étapes? Quelles sont les étapes? Ouais, bien sûr. Alors les étapes pour ça, moi il y en a une qui est importante et qui paraît quasi artisanale, mais qui pour moi a été très importante, c'est de dire, une fois qu'on a le dessin, bon, déjà il faut dessiner entre guillemets, ou du moins il faut imaginer. Moi je ne saurais pas le faire. C'est vrai que c'est chacun son métier quand même. Moi je peux dessiner une moto, mais je pense que mon fils de 3 ans il dessinerait la même. Alors, la petite anecdote, c'est que je dessinais des motos à 3 ans et que ma grand-mère a retrouvé les dessins et que je les chiffrais. Et ça ressemble déjà. Et ça ressemble, et surtout je les chiffrais et je mettais le nombre de chevaux. Genre je chiffrais le prix et je mettais le nombre de chevaux. À 3 ans. Après, et il faut que je les retrouve, il faut que je les prenne en photo ces dessins. Parce qu'elle les a retrouvés, elle m'a dit ouais, ça me fait penser à quelque chose. J'ai dit ouais, bah, moi aussi parce que je fais un peu la même chose aujourd'hui, ce qui est rigolo. Et du coup, en gros, donc la première chose c'est de dire ok, on a un dessin, on a une idée. Il faut commencer à valider très très vite des hypothèses à mon avis. C'est de dire, et comment on valide des hypothèses? Pour moi, ça sert à rien de tout réinventer, il y a du rétro-engineering à faire. Donc en fait, il faut regarder sur le marché l'approchant. Et je pense que c'est pas que sur la mobilité que ça fonctionne ou que sur une moto que ça fonctionne. Ouais, le benchmark de ton idée par rapport à ce qui existe déjà, alors sur le marché de la moto ou sur l'industrialisation de manière générale? Pour moi, sur l'industrialisation. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, sur un produit, il faut toujours trouver des choses qui vont subir les mêmes contraintes mécaniques, avoir à peu près les mêmes matériaux, avoir le même aspect. Parfois, on peut se dire ah, j'aimerais bien avoir un truc qui ressemble comme ça. Et en fait, on ne trouve pas dans son marché, mais ailleurs, on va trouver. Et il faut acheter ces choses-là. Il faut acheter ces choses-là et essayer de comprendre en fait. Ouais, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a en fait, il y a deux choses là dans cette première étape. Il y a déjà peut-être que ce que tu cherches existe déjà et il suffit d'aller le chercher. Bon, déjà. Ou quelque chose d'approchant. Voilà. Et ça peut très bien être de manière transversale dans un marché qui est différent du tien ou dans un produit qui est différent du tien. Tu vois, sur de la moto, je sais pas, tu vas peut-être chercher dans l'aéronautique ou tu vas peut-être chercher dans des trucs qui n'ont rien à voir avec le transport. Exactement. Tu vois, par exemple. Exactement. Okay. Et ça, moi au tout début, ça a été une grosse phase de recherche en fait. Alors, il y a deux choses en parallèle. Hein. Il y a la recherche sur le marché. Donc là, c'est vraiment, voilà, il y a des analyses de marché de 400-500 pages, achetez-les. Hein. Et là, allez-y, bonne lecture pour comprendre un petit peu comment se structure un marché. Mais ensuite, sur le produit de base, en fait, sur des stratégies comme ça où en fait le marché est en train de se structurer, donc il n'y a pas vraiment d'industriel qui a la solution pour industrialiser ça, et ben, il faut comprendre comment des produits qui pourraient être approchants, mais attention, hein, encore une fois, un produit approchant, ça peut être juste qu'il a le même matériau, la même résistance mécanique, etc., fonctionne. Et ensuite, on rétro-engineer, c'est-à-dire qu'on regarde, alors rétro-engineer, ça peut être un terme un peu, on a l'impression qu'il faut être... ingénieur ou autre. Non, rétro-engineer, ça peut être comprendre un petit peu la dureté d'un matériau sur, encore une fois, une résistance mécanique, quels sont les angles, etc., qui sont utilisés, pourquoi est-ce qu'à tel endroit c'est renforcé, etc. Et ça permet quand même de comprendre à peu près à quoi on se prépare, même si on n'a pas idée à ce moment-là à quoi on se prépare, mais ça permet de comprendre qu'il y a quand même des optimisations à faire
avant d'arriver à une première preuve de concept. Et je dirais cette première preuve de concept, il faut qu'elle arrive assez vite, en fait, Ok. en partant de l'existant. C'est-à-dire, moi, pour donner un exemple concret, hein, il y avait sur le tout premier prototype, il y avait des carters, donc ce qui protège en plastique en fait la moto. J'avais l'idée d'un aspect particulier, l'idée d'une forme particulière. J'ai cherché le plus approchant, je l'ai redécoupé, repeint, etc. Et en fait, ça sert très bien le propos pour valider une hypothèse, quoi. Et c'était pas particulièrement sur une moto qui avait les mêmes propriétés que la mienne, d'ailleurs c'était une thermique, etc. Mais au moins, on valide vite. Et en fait, ça marche sur tout. Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut pas chercher à tout faire soi-même déjà de A à Z, parce que déjà tu passes un temps fou et tu dépenses en R&D un pognon pas possible. Et puis, c'est aussi ça, hein, pour ça que, notamment dans la formulation des produits de consommation, on fait beaucoup de marques blanches ou de formules blanches en fait. Ouais. Voilà, on réexploite des mécaniques. Alors bon, c'est un bon choix, c'est un mauvais choix, ça, c'est une question de marché ou une question de mission. Mais bon, bref, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de marques qui utilisent des éléments de formule blanche ou de mécaniques transposables facilement. Donc, c'est pas tout de suite aller vraiment sur un produit ultra complet, ultra personnalisé, ultra designé parce que tu passes un temps fou et tu crames beaucoup de cash avant d'arriver à avoir ton concept. Et puis, la deuxième, c'est assez rapidement faire ce proto pour assez rapidement, en gros, pas le jeter dans le mur, mais bon, voir qu'est-ce qu'il est capable de prendre dans la gueule, d'encaisser et quelle est sa capacité de résistance dans son utilisation du quotidien, et quel que soit le produit, quoi. Ça pète pas, ça marche pas, ça marche jusqu'à combien. Voilà, en gros, on joue avec un petit peu jusqu'à ce qu'on trouve un petit peu la limite du produit, quitte à faire utiliser un petit peu à droite à gauche. Ouais, exactement. Je dirais que il faut aussi bien définir le rôle de cette preuve de concept. Ça, c'est hyper important, je pense, parce que ça permet de pas trop passer de temps sur les détails. C'est-à-dire que il faut toujours avoir un regard sur soi, de dire à quoi me sert cette preuve de concept, à quoi me sert le proto 1, à quoi me sert le proto 2, à quoi me sert le proto 3. Et moi, typiquement, j'ai commencé par une preuve de concept design roulabilité. Je savais très bien que j'avais pas le bon moteur. Enfin, c'était un moteur qui correspondait à l'usage que je voulais en faire pour une preuve de concept design, mais on n'avait pas les mêmes performances, on n'était pas aussi optimisé. Mais je me suis dit, le temps de développement sur ça, est-ce que ça me sert vraiment à faire, à l'objectif que j'ai mis sur le prototype? Et puis en même temps, est-ce qu'on cherche un produit final, quoi? Quand on on fait un premier ou un second proto, est-ce qu'on cherche un produit final? Exactement. Mais ça, tu vois, c'est vraiment un élément qui est important parce que avec CIO, on a eu à accompagner des entrepreneurs qui montaient des projets industriels avec des produits assez innovants, des trucs techniquement assez avancés, donc vraiment du super taf d'ingénieur. Mais c'est un peu la problématique de la technique. C'est qu'à un moment, si la technique sert à la technique, ça ne sert pas à grand-chose. Et on se satisfait presque un peu mon premier proto, mon deuxième, mon troisième. Et en effet, je suis d'accord avec toi. Chaque proto, chaque étape doit servir un but précis dans le développement de l'entreprise. Parce que si nous, on a vu que ça se fait d'un, deux, trois, et au troisième, il est génial, il est parfait. D'accord, il est commercialisable. Alors non, parce que on peut pas le faire en série, parce que tu comprends, la roue, on l'a pris de là, et puis, je sais pas moi, les protections, on les a prises de là, et puis la carte à puce, on l'a prise de là. Ouh là là, je l'ai bricolé dans mon garage. D'accord, mais donc à quoi il te sert ce truc? Ah, mais à le montrer. Oui, mais à le montrer pour faire quoi? Oui, après on va le vendre, et puis attends, on va conquérir le monde. Oui, mais tu vas conquérir le monde avec quoi? Il n'est pas fini ton produit. Puis c'est pas assurable. Il y a aussi ça, c'est que là, on parle. Parce que toi, ça part sur la voie publique quand même. Voilà. Toi, ça part sur la voie publique. C'est qu'en fait. Tu veux dire qu'il faut, même avec la caisse à savon, si je mets un moteur dessus, ça marche pas. Voilà. En fait, il faut bien partir du principe aussi que sur tout produit qui doit être certifié, etc. La technique de faire un proto et de se dire, cette pièce, je l'ai bricolée dans le garage. Non, il n'y a pas d'ISO 9001 dans le garage, en tout cas pas dans mon garage. Et du coup non, ça nécessite quand même d'avoir une réflexion là-dessus, sur à quoi sert ce proto et à quoi sert chaque proto. Et en fait, je dirais que la deuxième étape, une fois qu'on a la preuve de concept, déjà essayer de le tester, tester ses limites, mais moi les limites c'était plutôt design roulabilité, donc il n'y avait pas tant de contraintes, on va dire d'assurabilité, certification, etc. Et surtout pas de contraintes de reproductibilité à ce moment-là. Et ensuite, moi je me suis entouré de bureaux de conception, un bureau d'électronique de puissance aussi, et un bureau d'homologation. Donc ça va dépendre de... Et juste une question avant de passer à ça. Ouais. Est-ce que tu as un peu un profil à la Elon Musk, c'est-à-dire que tu défonces ton produit jusqu'à la couenne pour voir ce qu'il a dans le bide, ou est-ce que tu l'as un peu protégé parce que tu n'es pas un milliardaire américain? Il est détruit, le proto. Je trouve ça super cool. Non, mais il est détruit, mais pour des bonnes raisons en fait. Je trouve ça super cool. Il est détruit pour des bonnes raisons. Mais la petite non, mais je histoire, trouve ça quand même super cool. C'est que, en fait, la petite histoire, c'est que quand je devais le présenter à l'école des mines d'Albi, j'ai fait sauter la batterie le week-end d'avant. Et parce qu'il faut le tester en conditions abusives, comme on dit. Donc,
Et puis surtout parce qu'elle était mal réglée à l'époque, et il faut être honnête, mais ça sert à ça en fait. Ouais, De bien sûr. tester, ça sert à comprendre pourquoi elle était mal réglée. Ouais. Et aujourd'hui, Mais on c'est est son sûr but. qu'elle pètera pas. Enfin, aujourd'hui, on est sûr. Mais donc voilà, non, bah, après ça c'est normal. Et puis même au-delà de ça, il y a ce truc de, en fait, on sait très bien que les protos ils finiront dans un mur à un moment. Il y a des tests. Mais là, c'est propre à la mobilité. Et du coup, il faut, ouais, ça aussi, il faut l'abandonner. C'est-à-dire qu'il faut pas arriver. Oui, c'est une par des finalité trucs, d'un des protos qui est dans un mur de toute façon. Ouais, voilà. Donc en fait, il faut abandonner l'idée qu'il va rester clean et qu'il servira au musée. Non, en fait, qu'il servira dans le bureau. Moi, j'aime bien mettre des choses jolies dans le bureau, mais je sais qu'elles finiront dans un mur en fait. Il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, ouais, une fois qu'on a le proto 1, moi je dirais. Enfin, après, encore une fois, ça dépend des secteurs, etc. Moi, ce que j'ai fait, c'est m'entourer de bureaux qui savent industrialiser les choses. C'est-à-dire conçoivent pour la reproductibilité. Ouais, ils prennent. C'est ça. Ouais. Ta deuxième étape, c'est qu'ils prennent ta Ouais. preuve de concept Ouais. et charge à eux de la décortiquer dans tous les sens et à Ouais. voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette mécanique soit industrialisable. Ouais, Ce exactement. concept industrialisable. C'est ça. Ouais, exactement. Ok. Et sur ça, moi, ce que j'aimerais, je pense que l'étape juste après la première preuve de concept, c'est de se dire où est-ce qu'on met ses efforts. C'est de savoir où sont ses forces. Moi, j'avais pas particulièrement la capacité d'industrialiser des choses, et je crois que c'était important de dire il y a des gens dont c'est le métier, et du coup, si on veut être vite sur le marché, eh ben, il faut aller chercher ces gens-là et passer du temps à les qualifier. Et là, on devra parler si on doit parler à un moment des bonnes pratiques ou autres. Vraiment passer du temps à choisir ces gens-là, parce qu'on va passer tellement de temps avec eux, et ben c'est hyper important. Et croire en eux sur leur capacité à effectivement faire des choses, comme je disais, industrialisables, reproductibles, avec des coûts contrôlés, etc. Ça, c'est vraiment l'étape, je dirais, cruciale, sur laquelle j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'en fais encore, tous les jours en fait. Essayer de faire, comment dire, essayer de pousser mon savoir, ma connaissance du sujet suffisamment, et en même temps laisser libre cours à leur imagination à eux, etc. Je trouve que c'est une étape qui est complexe, et c'est peut-être ça en fait le plus dur, c'est d'arriver à lâcher prise sur certains sujets, mais à quand même garder suffisamment de compétences pour pouvoir dire ok, est-ce qu'on est vraiment en train de faire ce qu'il faut ou pas. Mais voilà. Je suis d'accord, ça c'est un sujet sur lequel nous on revient beaucoup, c'est que quand tu fais ton business model, quand tu fais ta roadmap de structure, il y a un élément sur lequel la grande majorité des entrepreneurs passent un petit peu l'éponge rapidement, c'est les partenaires clés, quoi. Ouais. Et en fait, dans une mécanique industrielle, parce qu'en fait, en plus, si tu prends un BMC, c'est en haut à gauche, tu sais, planqué là-bas. Là. Oui, mais c'est bon, en fait, on a la compétence, c'est bon, hop, on va bien trouver quelqu'un pour le faire. Et en fait, non, c'est des partenaires clés. Déjà, en fait, il faut se dire, OK, dans le cœur de la valeur produite par l'entreprise, c'est quoi les compétences qui génèrent la valeur de l'entreprise et qu'est-ce qui nous manque comme compétences fortes pour pouvoir rendre cette valeur-là industrialisable, commercialisable, etc., etc. Et en fait, c'est cette recherche et ce sourcing des bons partenaires clés, c'est crucial. Déjà parce que tu vas passer beaucoup de temps avec eux, qu'il va falloir leur faire confiance, que charge à toi de driver là où tu veux les mener, mais la compétence, c'est eux qui l'ont. Complètement. En réalité. Et en effet, il ne faut pas que ta volonté et leur capacité de travail soient des variables opposées, en fait. Ouais, complètement. Il faut vraiment systématiquement tirer dans le même sens. Ouais. Donc, il faut faire le bon choix, s'entourer des bons bureaux d'études, des bonnes personnes qui vont pouvoir reproduire la mécanique de concept vers l'industrialisation, vers la normalisation, vers tous ces éléments-là, pour faire en sorte que, à terme, on n'est pas toujours juste un joli concept avec lequel on se marre, mais un véhicule qui puisse être commercialisé, produit, reproduit, en un délai correct, avec des coûts corrects. Parce que en France, on parle beaucoup du volume d'affaires que gère telle ou telle entreprise, mais la réalité, c'est que ça marche, quoi. Et si on n'a pas un système qui est aisément reproductible et industrialisable, et qu'on se coltine une marge brute à 10% sur un produit comme ça, c'est pas la peine de le faire. Complètement. Et du coup, pour moi, ça rentre dans ce truc-là. Enfin, oui, bien sûr, on parle du volume d'affaires. On a un retard objectif, on a un retard en développement de véhicules par rapport à l'Asie en général, sur les marges qu'on peut générer sur les véhicules électriques. Et donc se concentrer, partir de ce postulat-là, de dire on veut faire moins avec mieux. Parce que du coup, avec un peu d'ingéniosité, peut-être qu'on va arriver à rattraper un peu de retard, etc., sans dire qu'on va complètement changer la face du monde. Ce serait prétentieux de la part d'une jeune entreprise, en tout cas à ce stade-là, mais de dire on parle de ça comme ligne de conduite, et bien effectivement, ça aide, et il faut trouver des gens qui sont dans cette optique-là. Et ça, c'est difficile. Moi, je ne pensais pas que c'était difficile, mais en fait, oui, effectivement, les partenaires clés, et arriver à trouver des bureaux d'études qui sont dans la même croyance de dire
ok, on va passer du temps Ouais, là-dessus. qui sont alignés avec ta mission, quoi. Exactement. Et qui se disent, ah, ok, ces choix de design, ok, enfin, qui sont à même de trouver des solutions, etc. En fait, ça prend du temps et il faut le prendre ce temps. Il faut prendre ce temps d'arriver à trouver des gens, effectivement, où il y a de la confiance, parce que s'il n'y a pas de confiance, en fait, l'investissement est tel d'un côté qu'on peut vite se retrouver mal, parce que c'est eux qui... Ouais, puis ça vire l'affect. Il faut pas que ça vire non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est presque ça devient de l'affect. Ça devient un couple un peu Ouais. foireux, quoi. Et Carrément. t'as pas envie de rentrer à la maison, quoi. Ah non, clairement. Donc il faut que ça reste une mécanique saine où tout le monde Ouais. tire dans le même sens. Et donc pour ça, il faut passer du temps à se connaître et pas dire eux ils ont l'air bien et ils sont pas chers, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a trop d'enjeux, quoi, en fait, au final. Là, il y a trop en jeu, et puis le prix, en fait, le truc, c'est que sur ça, il y a un truc fou, c'est que les écarts de prix sont énormes par rapport à. Enfin, il y a des trucs du simple à x5, quoi, x5, x10 même. Et ça, il faut arriver à comprendre pourquoi. Donc, en fait, il faut bien prendre le temps de décortiquer chaque offre, etc. sur ça. Je pense que ça peut être bateau pour certaines personnes, mais en fait, on peut avoir naïvement l'impression que le développement technique est il y a quelque chose d'assez bon voilà, tant d'ingénierie font tel produit, etc. C'est pas vrai. Ouais. Il faut aussi être acteur de ce développement-là, et donc se concentrer sur ça. Moi, un truc que mon père me disait, et j'ai commencé à développer le projet avec mon père, qui lui était ingénieur, et il me disait, lui il travaillait dans l'industrie, il me disait on n'a jamais de problème technique, on n'a que des problèmes d'être humain, entre êtres humains. Et c'est exactement ça que je veux dire là, c'est qu'on a beau faire du produit. Ouais, des incompréhensions du cahier des charges, du mésusage, tous ces éléments-là, quoi. On a beau faire du produit, en fait, on en revient toujours au même, qui est le produit, théoriquement, avec un budget illimité, il sort, en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème technique. Je veux dire, si on veut l'envoyer sur Mars demain, il suffira qu'on ait un business angel suffisamment généreux. Soyons honnêtes, il faut que ça soit très généreux. C'est une demande. C'est une demande, on veut l'envoyer sur Mars, effectivement. Bon, c'est fait, c'est dit. On retiendra la minute à laquelle tu demandes de l'argent pour envoyer une moto sur Mars. Après. Exactement. Je garantis pas qu'on ait le pognon. Mais bon, c'est jamais, hein, on sera là pour en parler. Mais voilà, donc c'est une question d'être humain, et du coup, je dirais une étape primordiale, et finalement, elle peut paraître presque bateau, mais c'est de dire sélectionnez bien les humains qui sont autour de vous, dans le sens. C'est certes une relation client-fournisseur, mais en même temps c'est une relation de partenariat où, voilà, étant donné que chaque petit pas en avant coûte énormément d'argent quand on développe un produit, et ben il faut être sûr que cet argent il soit placé au bon endroit pour pas créer comme tu disais, de l'affect ou autre, quoi. L'affect même mal placé, quoi. Ouais, exactement. Pas genre trahi, tu vois. Ouais, c'est pas le but, quoi. Donc on a ces deux étapes, ok, concept, les bureaux d'études, la capacité de Ouais. reproductibilité. De là, quand on arrive au terme de cette deuxième étape-là, où on va après? Ah ben là, c'est la troisième étape où je dirais il faut être accroché. C'est qu'il faut le fabriquer, et pour le fabriquer, produire. Pour de vrai. Exactement. Et en fait, produire, il faut. Et alors, il faut comprendre. Et alors, je sais pas si c'est partout pareil. Moi, je pense que c'est quand même un ensemble mécanique qui a beaucoup de pièces, mais il faut bien se rendre compte que ça va coûter très cher de produire il faut se rendre compte que ça va coûter cher de produire des prototypes. Et c'est normal. Et en fait, parce que c'est lié au fait qu'il y a des minimums de commandes chez les industriels, et que voilà, il faut pas prendre peur, je crois, à avoir ça, et il faut le faire parce que en conception assistée par ordinateur, tout fonctionne très bien. Toujours. Tout est toujours magnifique. Mais il faut produire. Il faut produire, et c'est la seule validation qu'on peut avoir de notre travail. Donc voilà, moi je dirais il faut produire et tester, quoi. Et comment est-ce qu'on produit? Et ben là, ah oui, alors il y a ça. Je dirais que c'est aussi il y a une question de timing et de légitimité dans le produit. C'est-à-dire que on ne s'adresse pas aux mêmes acteurs selon le timing, enfin le momentum qu'on a, et selon la légitimité qu'on a à ce moment-là. On parlait tout à l'heure en off de mes fournisseurs de freins et suspensions. Je les contacte pas au moment de la preuve de concept. Je les contacte quand la CAO est très très avancée, et que on a des vraies données à leur donner, etc. On leur demande pas de développement, en fait, à ce moment-là. Et donc on sait que c'est un géant, mais on peut l'atteindre par une proposition. Ouais, parce que le cahier des charges est fonctionnel et béton, voilà. Parce qu'il y a le bureau d'études à tout valider derrière, et qu'en gros, c'est pas comme si en respectant grossièrement vos indications, ils allaient sortir un truc un peu foireux, quoi. Ouais. Ils vont forcément sortir une pièce qui fonctionne. Exactement.
Et ça, c'est hyper important de comprendre qu'il y a des timings pour faire ça et qu'il ne faut pas se précipiter à se dire ok, demain je veux des clignots, je vais voir Valeo, mais en fait si je fais 3 unités, Valeo ne va même pas répondre à mon mail. Ouais, Et à l'inverse, il y a des gens qui répondent pour 3 clignots. Et donc ça, il faut les trouver. Et ça va être toute la recherche, ça on n'en a pas parlé, mais il y a toute la recherche aussi d'OEM, quoi, Original Equipment Manufacturer, et qui va avoir, selon la typologie d'OEM, son minimum de commandes, ses livraisons, ses conditions de paiement, etc. Ouais. Bien se familiariser avec tout cet écosystème-là, limite le cartographier en fait, pour son marché, se dire ça c'est peu cher, ça répond à mon cahier des charges parce que c'est en Europe, ça, etc. Et ensuite négocier avec eux. Et bien prendre son téléphone, je pense, à ce moment-là. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes en ligne sur ça. Mais en fait, pour faire du produit, on se rend compte que souvent, il vaut mieux expliquer le produit. Et du coup, on arrive à des meilleures solutions techniques que de juste se dire... Fouiller dans un catalogue et te dire, et prendre ce qui te semble convenir à ton besoin, quoi. Et surtout, il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui promettent de l'usinage, de la découpe, etc., tout en ligne. Mais le tout en ligne, pour en avoir... Moi, j'étais hyper enthousiaste à cette idée. Ces gens-là sont très forts, mais il faut quand même les appeler. Et c'est important d'avoir du contact, surtout quand on développe un produit, parce que parfois, ils nous donnent des solutions. Moi, j'ai eu des solutions qui m'ont été données par la personne qui fait la selle, mais sur d'autres choses. Ouais. Mais il faut l'appeler, en fait. Ouais, là, il y a à nouveau une question de transversalité, en fait. Ouais, et cette question de transversalité entre les produits, entre les pièces, entre les compétences, en fait, tu l'as que quand tu restes au contact des gens. Exactement. En fait, tu vois, c'est marrant parce que le fil conducteur qui a systématiquement tout ce que tu dis, ça reste quand même au final vachement l'humain, quoi. Ah. On est quand même sur un produit ultra technique. Ça va loin. Enfin, la production, généralement, qu'on considère d'engins motorisés, aéronautiques, etc., on considère toujours que c'est l'industrie lourde, tu vois. Et là, on se dit, bon, en fait, c'est que de la tech. En fait, il y a de la tech, mais c'est surtout vachement de relations humaines systématiquement, quoi. Sur la construction de ton concept, sur le bureau d'études, la reproductibilité, sur la partie industrialisation, les pièces, le sourcing. Enfin, c'est vachement de relations humaines, c'est vachement d'échanges avec les gens pour qu'ils te disent « Ah non, mais attends, on fait pas cette connerie de passer par là, parce qu'en réalité, il y en a un autre qui l'a fait et il y a une solution qui va vachement mieux aller dans ton système, fais voir ton cahier des charges. » Et en fait, mais après, juste, je fais une petite aparté là-dessus. Il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs avec qui on parle de ces sujets-là et qui nous disent « Ouais, mais moi, je montre rien. » Parce que sinon, on va me piquer mon concept, on va me piquer mon idée. C'est quoi ta position par rapport à ça? Alors, ça dépend du marché, je pense. Tant qu'on n'est pas deep tech, alors il y a deux choses. Pour moi, la seule chose qui protège de la copie, c'est la rapidité d'exécution. C'est mon point de vue là-dessus, c'est qu'en fait, à moins d'avoir les meilleurs avocats du monde en propriété industrielle, un brevet, il est cassable. Et je pense qu'il y a deux... Alors, c'est pas la seule chose en vérité. Il y a tout ce qui va être identité de marque et rapidité d'exécution. Le reste, moi je pense que c'est un compliment si BM sort une moto comme la mienne demain, parce que ça voudra dire que, et d'ailleurs, il y a certains choix qu'on a pris, certaines décisions qu'on a prises il y a 1 an et demi, où je vois qu'ils commencent à... Alors je dis pas qu'ils ont regardé, pas du tout, bien entendu, mais non, mais ça va, on a un peu les mêmes choix. T'es aligné avec des bons, ça va, quoi. Voilà, et on a un peu les mêmes choix, on s'est dit, c'est pas mal, hein, c'est cool. Et donc, moi je dis, c'est plutôt un compliment quand on est une entreprise qui naît. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir peur de montrer les choses, parce qu'en fait, il faut être confronté au marché rapidement. Et moi, j'ai eu peur. Mais la réalité aussi derrière ça, c'est que tu as plus de risques à pas montrer, à pas expliquer, et à planquer tes trucs, plutôt qu'à te le faire piquer, en fait. Mais nous, on en a eu vu, hein, parfois, souvent en industrie ou en deep tech. Encore en deep tech, à la limite, bon, ça se comprend plus. Mais en industrie, qui nous disait « Ah non, mais moi, je monte pas mes protos, mais j'explique pas mon cahier des charges, je monte pas mes plans. » Mais pourquoi? Non, mais parce qu'on va nous les piquer, puis on va les reproduire. Oui, mais enfin, c'est en fait le risque que tu fasses de la merde avec ton plan, il est beaucoup plus grand, plutôt que tu ailles en parler à des gens qui vont mettre en fait 10 fois plus de temps que toi à reproduire ce que tu as fait. Mais si tu suis ton plan d'action, de toute façon, ton produit sera sur le marché avant. Pour moi, il y a un truc de... Et je comprends, mais il faut se donner le crédit aussi de tout ce qui a mené à avoir les plans. Moi, je sais que quand j'ai reçu la nomenclature, donc de la conception entière, hein, donc une nomenclature, c'est un truc, c'est trop marrant parce qu'on passe 1 an à développer pièce par pièce et ensuite on reçoit une nomenclature énorme et on se dit ok, j'avais pas vu qu'il y avait autant de pièces. Combien de pièces? Il y a 350 pièces à peu près, 350 pièces sur mesure. Variable encore. Parce que variable encore parce qu'il y a forcément des ajustements. Et du coup,
ça fait, enfin, quand on reçoit la nomenclature, on se dit, waouh, l'existant industriel, il est là, il faut surtout pas que ça fuite et tout machin. Et du coup, au fournisseur, on envoie en fait, lui, il comprend que c'est un cadre, mais on envoie pièce par pièce, en renommant, etc. Ça, c'est normal. En vrai, pour les fournisseurs, c'est normal. Mais il faut pas non plus tomber dans la paranoïa totale, c'est-à-dire que il va falloir quand même qu'ils montent une marque, puis qu'ils montent une entreprise, Ouais, puis qu'ils s'entourent des bonnes personnes, puis qu'ils bien sûr. développent, puis qu'ils machin, puis qu'ils D'accord. ils nouent la même relation avec le fournisseur de moteur que j'ai. Mais en fait, moi, j'ai son numéro sur WhatsApp parce que, comme je disais, c'est de l'humain. Et du coup, théoriquement, ce fournisseur de moteur, il travaillait pas avec des petits, mais en fait, un contact, puis un contact, puis un contact. Et ben en fait, maintenant, on discute sur WhatsApp, etc. En fait, pour qu'ils reproduisent tout ça, c'est pas juste des plans. Et moi, c'est sur ça que je compte. Je pense que la rapidité d'exécution, le fait de nouer des partenariats et avoir une identité de marque que j'essaie de créer, à mon avis, c'est la meilleure protection. Parce que, bon, soyons honnêtes, oui, si demain, je parle de BM, mais en fait, si Honda, Yamaha ou autre, ils veulent copier le modèle, je pense qu'ils trouveront un moyen détourné de le copier. Oui. Oui, tu pourras pas aller contre ça. Enfin, tu vas passer des années au tribunal et puis Voilà. ils ont des moyens que t'as pas, quoi. Oui. Donc, c'est clairement. C'est-à-dire que- Non, mais on est d'accord. À un moment, ici, c'est pas. Il faut pas forcément se résigner, mais de toute façon, au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Ça sert à rien de le protéger comme un bébé à la maison qui sort jamais, parce qu'au final, à un moment, ça reste une entreprise. À un moment, il faut qu'elle vende et qu'elle gagne de l'argent, parce que sinon, en fait, ça reste un passe-temps et en fait, ça reste une moto dans un garage. Dans ce cas-là, autant t'en tenir à ton proto que t'as bricolé dans ton garage et que tu tournes dans un champ pour rigoler, quoi. Complètement. C'est un autre choix. Donc à partir de ce moment-là, donc sourcing, fournisseur, production, Ouais. fabrication, assemblage, lancement. Bon, on a vu. Là, c'est écoute. Bon, on en a longuement parlé. Alors, un peu off, on en a longuement parlé parce que bon, c'est quand même un sujet. En fait, c'est la concrétisation. Là, tu bosses pendant longtemps sur un sujet. Quand tu dis putain, on est à quelques mois de le mettre sur le marché. Comment les gens accueillent le truc. Bon, voilà. Mais après, c'est normal. Après, je pense qu'il faut avoir confiance dans ce qu'on a fait. Si on considère avoir tout bien fait, on ne pourra pas avoir tout bien fait. Mais si on considère qu'on a tout bien fait, en adéquation avec ses valeurs, en adéquation avec la ligne de conduite qu'on s'est fixée, qu'on n'a pas trop fait de compromis, qu'on a su écouter. Ouais. Et ça, je pense, c'est une qualité vraiment que tu as, c'est savoir écouter les gens qui nous entourent, que ce soit d'un point de vue stratégique, marketing, technologique, ingénierie, etc. Capacité à faire un peu éponge et à pas écouter le dernier qui a parlé, parce que c'est hyper dangereux, mais à bien réfléchir, à bien processiser les éléments que tu as. Voilà, il n'y a pas de raison qu'à un moment, on n'ait pas la bonne approche, le bon pivot pour faire en sorte de toucher le marché, quoi. Ouais, écoute, on le souhaite en tout cas. Et je pense que, comme tu disais, il faut avoir une capacité d'écoute là-dessus parce qu'on n'a pas de retour de marché direct. Donc il y a toute une phase où de toute façon, la seule chose qu'on a, c'est le développement et l'écoute. On développe, et ensuite on écoute les retours qu'on a en interne sur le développement. Et c'est la seule chose qu'on a. Moi, j'aime bien l'image de dire quand on développe un produit, alors ça peut dépendre de l'intensité technologique ou des budgets de recherche et développement, mais quand on développe un produit, c'est sauter dans le vide. Le mettre sur le marché, c'est sauter dans le vide, devoir fabriquer l'avion, son propre avion quand on chute. Et ben, en fait, toutes ces étapes-là d'écoute et de dire, ok, en finance, il faut que j'écoute un tel, etc. Enfin, et de ne pas écouter le dernier aussi qui a parlé, et ben, c'est fabriquer soit un petit coucou, et c'est déjà bien, parce que ça vole en fait un coucou. Donc c'est déjà très bien. Je suis fier de fabriquer un truc qui vole. Hein. Voilà, exactement. Soit un A380 si on est un monstre absolu, soit un planeur, ça vole déjà. Ouais. Ou alors un vélo, et là on s'explose, et ça on se le souhaite pas. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut aussi prendre. Ça c'est une de. Moi, ce que je dirais sur le développement d'un produit aussi, surtout quand on est une jeune entreprise, qu'il y a des besoins de capitaux, etc., c'est qu'il faut s'attendre à ce qu'à un moment, on va sauter dans le vide, mais c'est normal en fait. Ça fait partie du process, à mon avis. Ça fait partie du process, ça fait partie des choses qu'il faut accepter qu'à un moment, on va se livrer au marché, et on aura tout bien fait, ou on aura l'impression d'avoir tout bien fait. Et le marché est le juge. C'est le seul juge. Exactement, le seul juge impitoyable. Et au-delà de. Je pense que c'est bien de l'avoir dit, mais arriver à l'accepter soi-même. Oui, parce que tout le monde le dit, tout le monde est d'accord pour dire qu'en fait la réalité c'est les ventes, quoi. Exactement. Voilà. Mais bon, le vivre, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait. Et tu m'as vu douter récemment sur le côté est-ce qu'on sort maintenant ? Et en fait, il y a l'homéostasie dans notre corps qui cherche à repousser la chose. Genre, non, on en avait longuement parlé. C'est-à-dire que on est plus confort derrière un bureau à bosser sur le sujet, à se dire c'est passionnant, c'est génial, c'est ma moto, c'est mes pièces, c'est super cool, etc. Et c'est de la zone de confort en fait. Et je pense qu'au bout d'un moment aussi, le risque, c'est que l'industriel que tu es du coup,
soient tellement confortables dans cette position d'inventeur, tu vois, de créateur, etc., qu'au final, bah, tu sortes jamais ton truc et puis que ce soit un beau gâchis, quoi. Parce que c'est plus confortable d'être dans cette position-là plutôt que de se dire, bon, ok, allez, on vend maintenant. Ouais. On vend, on montre, on fait essayer et puis c'est quoi le retour des gens? Ah bah ça, j'ai pas aimé. Et puis là, il faut bien réagir, quoi. Parce que j'ai pas aimé, je sais pas moi, l'appréhension de l'accélérateur, le système de freinage, je sais pas. Et pas se dire, ah, mais lui il est con. Non, c'est pas qu'il est con. Non. C'est un client. Exactement. Donc ça veut pas dire qu'il a forcément raison, mais ça veut dire qu'en fait, il faut arriver à comprendre ce qu'il veut dire par j'ai du mal avec l'appréhension de l'accélérateur, j'ai du mal avec le freinage, j'ai la roue qui vibre, etc. Pour dire, bon, il y a peut-être des trucs à faire, à améliorer, à optimiser pour faire en sorte que on sortira pas le produit parfait. Alors, il sera peut-être parfait dans 10 ans. Ouais, mais on le sortira pas parfait. Mais d'ailleurs, en même temps, les premiers, généralement, ils n'aiment pas les produits parfaits, quoi. Ça aussi, on en avait pas mal parlé. La petite imperfection fait que le produit est unique. Oui. Donc, bon, tant qu'il va pas dans le mur, ça va. Tant que la roue ne s'enlève pas pendant que tu roules, ça va. On n'en est pas là non plus. De faire ça, ouais. Mais ouais, ça serait pas mal quand même. Je dirais. Bref, mais voilà, ça reste le seul vrai juge. Il faut sortir de sa position de confort dans cette dernière étape pour dire, bon, bah voilà, en fait, c'est toute cette époque qui était géniale. On est parti d'un dessin ou d'un bricolage pour arriver à une moto reproductible et commercialisable. Bah, c'est super, mais en fait, maintenant, il faut. En fait, parce qu'il faut la laisser partir, quoi. C'est un déchirement. Hein. Ouais, mais tu vas t'en regarder une quand même, c'est bon. Oui, non, mais c'est un déchirement et en même temps, le déchirement dure un jour, je pense. Ouais. Et après, il y a ce truc de, on est dans une autre phase. Ouais, bien, je pense que t'es fier. Quand on verra dans la rue, tu seras super fier, quoi. Ouais, ça c'est carrément. Non, mais ça, je peux pas l'imaginer encore. C'est quelque chose qui me. Ouais. Mais oui, il y a ce truc-là. Il faut s'y préparer, je pense. Et je suis d'accord avec le truc de tout le monde le dit. Mais en vérité, on n'est pas tout à fait prêt à cette phase-là. Et moi, je me rappelle des tout débuts quand on me disait, mais tu sais à quoi c'est à quoi tu te prépares. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas all-in, quoi. Tu vas all-in, genre, voilà, c'est sur le marché, point. Et je dis, ouais. Mais non, le vivre, c'est très différent et il faut s'y préparer. Et il faut pas repousser sa peur à ce moment-là, je crois. Il faut dire, j'ai peur, c'est normal. Qui n'aurait pas peur, en fait. Non, mais c'est sûr. Les êtres humains normalement constitués, donc on doute. Mais d'ailleurs, le doute est juste. Ouais, complètement. Ceux qui ne doutent de rien, généralement, quand ils prennent le mur, ils le prennent très fort, ils ont du mal à s'en remettre. Donc il vaut mieux douter. Du coup, après ces étapes, on va se poser la question sur 2-3 trucs intéressants. Quels sont alors, tu en as donné déjà beaucoup, mais quelles sont vraiment 2-3 bonnes pratiques sur lesquelles tu te dis, bon, là, on a eu raison, c'était ce qu'il fallait faire. Et allez, les 2-3 conneries que tu as pu faire, tu t'es dit, franchement, je ne l'aurais pas fait comme ça, quoi. Okay. Alors, la bonne pratique, la première que je donnerais, c'est de dire, on parlait du prototype, il doit servir un objectif. Moi, je dirais, chaque étape de prototypage, il faut avoir un retour toujours sur quel stade de maturité on veut que ce prototype atteigne. Et c'est très difficile quand on est créateur de se dire, allez, c'est bon, on a fait ça, maintenant on sort ça. Mais il faut le faire, en fait. Il faut se forcer à un moment à dire, voilà, là, on brûle tant d'énergie, d'argent, etc. Quand est-ce qu'on sort? Ou quand est-ce qu'on fait un point sur ce prototype? Parce que c'est quelque chose, tu le disais tout à l'heure, on fait des protos, on se dit, parce qu'un prototype, ça peut être représentatif de la série, alors qu'en fait, il manque 3 ans de développement pour faire quelque chose d'industrialisable. Dans quelle direction on va? Est-ce qu'on part se poser ces questions-là à tout instant, en fait, genre une fois toutes les 2 semaines, quand on développe, se dire, le prototype, là, il est avancé comme ça, jusqu'où on va avant la prochaine phase, soit de financement, soit de mise sur le marché, etc. Et c'est important. Et surtout, dans quelle direction on va? Il faut une vraie roadmap, en fait. Et pas juste une roadmap à, je sais pas, 2-3 ans, sinon la finalité, c'est ça. C'est quelle est la roadmap, quels sont les objectifs. Mais c'est toute la différence, quand on fait du Gantt, du PERT, tous ces trucs-là, entre les objectifs et la finalité. Tu vois, la tactique, la différence entre la stratégie et la tactique. Voilà, c'est-à-dire que chaque point d'étape est un objectif. Je fais un mouvement, comme aux échecs, mais la finalité, c'est l'échec et mat. Donc, c'est la sortie du système définitif. Donc, voilà, il faut bien séquencer. En gros, il faut bien séquencer toutes les étapes. Dans chaque étape doit répondre à un objectif, qui est un mouvement tactique. Et qui va nous porter jusqu'à la finalité. Exactement. Donc bien processisé, bien séquencé. Séquencer et voir le développement d'un produit comme quelque chose de protéiforme, c'est-à-dire on peut avancer beaucoup sur l'aspect visuel et pas beaucoup sur la technique, ou inversement se dire on fait un proto démonstrateur technique qui sera, dans 10 ans il sera encore comme ça, mais en fait on fait
des carters en carton-pâte, quoi. Enfin, voilà. Mais il faut se poser ces questions-là. Je pense parce que ça permet de pas se disperser. Parce qu'en fait, on va beaucoup plus vite quand on sait exactement pourquoi. Et moi, j'ai fait cette erreur. Et c'est pour ça, on parlait d'erreur. Moi, j'ai eu fait cette erreur de dire, le proto, on va le sortir, mais je veux que le truc il soit homologable. Oui, non, mais ça. On est, mais ça c'est le complexe du produit parfait, quoi. Ah ouais, non, mais c'est. Et en plus, en fait, on savait plus dans quelle direction on partait. C'est-à-dire que les bureaux d'études, je leur disais. Non, mais en fait, là, il faut développer ça et il faut que le carter il se mette exactement bien. Mais en fait, si quelqu'un s'assoit, est-ce que ça a bougé, etc. Eh ben, oui, c'est faisable. Mais est-ce qu'on peut le faire dans ce temps donné avec, en plus, faire de la motorisation qui est excellente, en plus faire, etc. Et du coup, moi, la solution, ça a été de dire, je prends une partie de ce développement sur moi aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai été pas mal formé là-dessus. Du coup, il y a une partie du développement que j'ai prise. Je considère que le proto qu'on va sortir est très 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 avancé. Est-ce qu'il l'est trop? Ça, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, il a fallu se poser ces questions. Mais peut-être qu'il est aussi avancé parce qu'à un moment, on ne s'est pas posé ces questions-là. Et c'est pas grave. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je suis fier de tout ce qui a été fait. Mais je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui, selon le marché, selon etc., est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut aller moins loin? Ça, je sais pas. Bon, encore une fois, de toute façon, c'est le produit parfait, c'est le produit qui est designé, qui est développé, qui fonctionne et qui a les bons retours des utilisateurs et qui a reçu, tu sais, c'est comme les add-ons et les mises à jour, tu vois. Enfin, tu as été dans le gaming, tu vois le truc. Généralement, quand le jeu il sort, il est tout pété, quoi. En vrai, il y a des bugs partout, il y a une tonne de mises à jour. D'ailleurs, généralement, quand tu achètes un jeu neuf qui vient de sortir, c'est une catastrophe. Tu as une mise à jour quotidienne. Ta play, elle tourne pendant 1 heure. Le temps de faire des mises à jour qui te mettent les patchs correctifs, etc. Et en fait, ton vrai jeu complet, il est 1 mois après sa sortie. Ouais, 1 mois, t'es gentil. Hein. T'as des Cyberpunk, c'est 1 an, tu vois. Mais très bien. Ça, c'est l'exception qui confirmerait la règle. C'est le cas le plus violent. Mais grosso modo, c'est ça. C'est qu'en fait, en réalité, ils le sortent. Et ils le sortent sciemment pour plein de raisons. Bon, il y a des raisons d'actionnariat, il y a des raisons de coûts, de développement, de vente, etc. Il y a des raisons commerciales d'abord, bien sûr. Mais c'est aussi le fait de dire, voilà, pendant 1 mois, en fait, on va voir comment ça marche chez les joueurs. On va voir ce qu'ils font du jeu. On va voir ce qui bug, ce qui marche pas, où sont les plantages. Ils vont nous remonter, là, il y a l'aliasing, là, il y a ci, là, il y a ça. Et là, derrière, ils vont dire, OK, patch correctif. Et de patch en patch, en fait, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, le jeu est définitif. Et là, on se dit, bon, OK, c'est bon. On n'a plus qu'à faire de la donne un peu pour rigoler ou faire du contenu téléchargement en plus, mais voilà. Si on fait du spin-off, on fait des petits trucs à côté, mais la séquence elle est complète. Mais elle est complète parce qu'on a sorti un produit peut-être développé à 75%. Oui, non, ou 70, ou 65, ou 80, peu importe. Et derrière, c'est les joueurs qui ont fait la différence. Et je pense qu'en industrie, de manière générale, c'est la bonne mécanique. Parce que de toute façon, tes premiers acheteurs, c'est pas, on en a parlé, mais c'est pas du marché de masse. C'est de l'early adopter, quoi. C'est des gens qui vont aimer l'innovation, c'est des gens qui vont aimer le design différent, c'est des gens qui vont aimer de dépenser cette somme dans une marque qui n'est pas connue parce qu'elle est différente. Et tout le monde va se tourner en disant, putain, mais c'est quoi ce truc? Complètement. Et c'est ces gens qui vont aimer ça et qui vont se dire, bon, bah voilà, par contre, je vais faire un retour à Jean parce que comme je fais partie des 100 premiers acheteurs, je peux écrire à Jean en disant, putain, la moto est géniale. Par contre, là, attention, il y a ci. Par contre, attends, je t'envoie la photo. Et toi, en fait, tu arriveras au produit parfait, enfin, au tout du moins au produit final, qui pourra toucher un marché de masse à partir du moment où tu auras comblé les 20% entre ton produit qui sort et ton produit final, mais qui sera, c'est les 20% qui sont fournis par les utilisateurs, en fait. Et ça, je pense que c'est aussi une bonne pratique, tu vois, d'admettre, de dire, en fait, quand je sors un produit, quand je sors un nouveau produit, il n'est pas parfait, il n'est pas à 100%. Il est à 75, il est à 80, et j'ai besoin du concours des utilisateurs pour pouvoir combler les 20% qui manquent pour avoir le produit commercialisable idéal, quoi. Mais complètement. Et je dirais, la seule contrainte que je vois à ce modèle-là, c'est que dans ces 70-75%, il faut que toute la sécurité soit absolument parfaite. Oui, c'est clair. Sur la mobilité, c'est toute la sécurité absolument parfaite. Là, il ne peut pas y avoir de compromis là-dessus. Il n'y a pas de compromis. Et donc, c'est sur ça. Et donc, spoiler, c'est sur ça que du coup, le développement s'est concentré. En fait, c'est de dire, on met l'utilisateur en sécurité, et si le matériau, quand il passe le doigt sur le bout de la selle, c'est pas exactement le même qu'on veut à la fin, c'est peut-être moins important qu'il est en sécurité. Oui. Et on n'a pas fait, je dis pas qu'on a fait des gros compromis sur les matériaux, pas du tout. Mais quand on a une vision de créateur, on voit l'aspect de ce bout de poignée, en fait. On le voit. Oui, alors que la sécurité, c'est du prérequis pour l'utilisateur, en fait. Voilà, exactement. Et ça, on ne peut pas faire de compromis sur prérequis, quoi. Exactement. Donc ça, je dirais, la première bonne pratique, c'est de se dire, voilà, proto, on sait exactement le stade de maturité qu'on va atteindre avec les protos.
La deuxième bonne pratique, et je dirais en fait, elle est très générale, mais faut faire en fait. Oui, Alors, quand on veut une preuve de concept, faut pas se dire qui sait faire ci, qui sait. Non, on sait utiliser une meuleuse, on sait utiliser. Enfin, toi, tu sais où utiliser on une apprend. meuleuse. Moi, je sais pas utiliser une Mais meuleuse. tu sais utiliser une meuleuse. Non. C'est sûr et certain que tu Non, sais mais j'ai dû utiliser. meuler un ou deux trucs comme ça à l'arrache, à dû glisser, flinguer le garage. Ok. Donc, Moi, j'ai glissé, j'ai coupé le bras, mais je sais pense que chez moi, grosso modo, on m'a interdit de meuleuse. Donc. Ok, pense. non mais voilà, et il faut se dire aussi, il faut se donner le crédit de dire, voilà, si on peut faire des choses soi-même, et ben ça avancera toujours. Et moi je vois avec mon prototypeur, il faut que je ponce des choses, etc. Parce que parfois ça réduit la facture, moi aussi j'aime bien faire ça. Il faut se donner ce crédit-là aussi, je pense, et oser, et faire, parce que plus on répète, plus on est à l'aise avec ces choses-là. Oui, je suis d'accord. Et surtout parce que quand on fait un produit, et ben ça veut dire qu'on on a psychologiquement quelque chose pour le produit, et du coup, le voir naître sous ses mains, ça met des petites piqûres de rappel. Et la troisième bonne pratique dont je n'ai pas parlé, mais je voulais absolument en parler, il faut célébrer des petites victoires. Moi, j'ai eu tendance pendant 1 an et demi à ne jamais célébrer des petites victoires sans m'en rendre compte. Je reçois la nomenclature totale, 10 minutes après, je suis en train d'appeler le fournisseur, je n'en fais même pas un sujet. Et en fait, on peut s'essouffler, parce que c'est long, hein, le développement d'un produit, on peut s'essouffler. Combien de temps pour toi entre le premier vrai dessin et là, la commercialisation? Le premier vrai dessin, il y a presque 2 ans, en vrai. Enfin, soyons... Et La le première pièce que j'ai produit achetée. sort dans quelques mois. Ouais. Et la première pièce que j'ai achetée, c'était il y a 1 an et 8 mois, un truc comme ça. Donc oui, c'est très court hein, en développement de produit. Après, on a fait en sorte d'aller vite. Mais voilà, ça demande un tel investissement émotionnel, de tout en fait, investissement financier, émotionnel, personnel, etc. Que il faut célébrer, je pense. Tu t'essouffles quelque part si tu le fais pas. Exactement. Ça marque même pas l'étape du coup. En fait. Exactement. Et il faut se rendre compte en fait. Moi, je pense que quand on travaille tous les jours sur un produit, on se rend pas compte en fait. Et du coup, c'est important. Moi, j'ai gardé tous les fichiers du tout début, et le premier dessin est encore dans un rouleau, donc je l'ai jamais réouvert, il est encore dans un rouleau à dessin, et j'ai regardé ces petits trucs là pour me dire un jour tu célébreras quoi. Ouais, c'est clair. Et donc ça peut paraître moins pratico-pratique et industriel, mais je pense que c'est super important en vérité quand on développe un produit. Donc célébrer quoi. Et les conneries? Voilà. Et les conneries, bon, il y en a plein, Ouais. tous les jours. Une connerie. à part celle qu'on dit. En vrai, des mauvaises pratiques, l'inverse des bonnes. non, les mauvaises pratiques. Moi, je sais que quand on travaille avec du produit, on peut avoir tendance parfois à s'emballer parce qu'au début, c'est difficile de toucher des partenaires, etc. Et on peut avoir tendance sur du produit et sur de la pièce détachée, etc. À s'emballer, à pas chercher particulièrement de comparaison, parce qu'on a eu tellement de mal à trouver tel fournisseur. Et tu veux passer à la suite, quoi. En fait, tu veux passer à l'étape suivante, et c'est trop vite par rapport à la réalité du timing que tu devrais te donner. Exactement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième mauvaise pratique, je dirais, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ne pas aller trop tôt vers des acteurs qu'on n'intéresse pas à ce moment-là. Donc cartographier les acteurs et comprendre qu'en fait, ça ne sert à rien. Il y a des moments, ça ne sert à rien. Il ne faut pas aller voir ces personnes-là, parce que juste, ça va griller une première carte. Et je me rappelle d'un ami qui se reconnaîtra peut-être, qui me disait, récemment on est arrivé à une phase de développement, et il me disait, l'avantage que tu as aujourd'hui, c'est que tout cela, tu ne les as pas contactés encore. Je disais, c'est cool. Tu as de la réserve. Voilà. Tu n'as pas eu besoin d'aller piocher dans la carte Joker, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, ça c'est rassurant. Mais c'est parce qu'il a fallu se retenir, de se dire, mais c'est vrai que leur prix il est intéressant, mais en fait, objectivement, je les intéresse pas. Genre, j'ai pas assez de volume, j'ai pas assez d'arguments, j'ai pas une conception assez avancée. Et presque, il faut un peu l'humilité, presque un peu, pour se le dire, quoi. Ouais, de toute façon, il faut se rappeler. Il faut se rappeler. Ça va être cru, mais que attention, c'est dur, et je vais nuancer. Moi, on m'a dit, quand je me suis lancé, il faut que tu te rappelles que ton produit, là, en l'état, tout le monde s'en fout. Et donc, un fournisseur, il s'en fout de mon produit. C'est un mail dans sa boîte mail. Et donc, il faut d'une se battre pour avoir un petit peu de visibilité, et de deux, avoir l'humilité de se dire, objectivement, là, je ne les intéresse pas. Et même si mon produit, moi, je l'adore, etc., quelqu'un qui fait des roulements et qui en sort, je ne sais pas combien de millions par an, il a beau aimer la moto, il ne va pas me vendre des roulements, quoi. Et c'est OK. Je veux dire, c'est OK. Il y a des gens qui vont m'en vendre. Il y a des gens qui sont adaptés à mon besoin, et d'autres non. Donc ça, c'est la mauvaise pratique, ce serait de dire,
tout de suite aller voir les grands noms et leur parler du projet, du machin et tout. Non, parce que ça va prendre de l'énergie, ça va créer de la frustration alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Commencer doucement. Ouais, je sais pas. Et la dernière mauvaise pratique, repousser quoi. Franchement, et je lancement. le dis maintenant. Ouais, voilà. Non, mais repousser. Non, mais tu l'as pas repoussé. Je l'ai pas repoussé. On peut pas dire que tu l'as repoussé. Je l'ai pas repoussé. On en a parlé. Ouais. Parce que J'ai cru que j'allais voilà, il y, repousser. a quelques jours, semaines, tu étais un peu inquiet sur la Ouais. date, sur putain, on y Bien va, sûr. ça y est, on y va. Bien sûr. Et ouais, je suis d'accord. Mais non, au final, tu l'as pas repoussé. Mais Et- après, ouais, il faut du courage pour se jeter à l'eau, pour les, tu vois, pour, enfin, je sais pas, comme diraient les parents, pour laisser partir les enfants, tu vois. Ouais, C'est un peu complètement. ça, quoi. Et donc, voilà, moi je dirais pas repousser. Et ça va de pair pour moi avec une gestion du timing qui est à la fois rude et flexible. C'est-à-dire de dire, eh ben, si on n'est pas exactement au niveau de maturité que je le voulais à ce moment-là, réétudions la question et voyons où on en est. Finalement, en fait, en réétudiant la question, on se rend compte que peut-être qu'on avait mal évalué à la base et qu'on est très bien. Mais ça, moi, je ne faisais pas assez l'effort et c'est une mauvaise pratique, je pense, de dire oh, non, mais il y a un an, j'avais fait un planning et en fait, ça, on l'a fait avant, puis ça, on l'a fait après. Oui, parce que tout est modulable en réalité. Et tout est modulable. C'est toujours mais- toute la différence entre la théorie et la pratique. Ouais, C'est qu'il ne faut pas surthéoriser non plus. Parce que sinon, tu te pénalises dans la pratique en disant ah, je suis pas dans les clous, je suis pas. Ça, c'est comme le régime, tu vois. Tu es censé faire ça chaque jour. Ah, putain, je l'ai pas fait. Je suis une mauvaise personne. Non, c'est bon. Tu évolues dans un environnement aussi. Et les pressions exogènes qui agissent au quotidien, quoi. C'est des trucs que tu maîtrises pas. Ouais. Et à un moment, tu peux pas savoir qu'à un moment, il va y avoir un couac à droite, un problème de compta, un problème de pièces, un problème de fournisseur. Enfin, moi, je l'ai vécu. On a eu des problématiques avec un fournisseur à qui est arrivé une grosse tuile. Tu t'appelles en te disant là, on livrera pas. Et tu dis mais pourquoi Parce qu'il m'arrive ça. Il dit mais moi, j'ai rien demandé. Ah oui, mais c'est comme ça, quoi. c'est comme ça. Malheureusement, ouais, je suis d'accord avec toi. Et plus Il y a ce tu es truc, souple, plus tu amortis le choc, en fait. Exactement. C'est la résilience d'une chaîne de valeur. Ouais. On travaillait dessus, Ouais, sur la résilience de la chaîne de valeur, de se poser la question sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Bon, là, on pourrait en parler des heures, mais sur l'ensemble de la chaîne de valeur, cartographier les choses et arriver à comprendre la résilience à tel endroit, en amont. Où est-ce qu'on est capable d'amortir les différents éléments? Où est-ce qu'on est assez Ouais. souple? Où est-ce qu'on est trop rigide et il faut qu'on fasse des efforts? Ouais. C'est des sujets qui sont hyper importants, mais auxquels on ne pense pas, tu vois. Il faut en arriver au moins au stade où tu en es là aujourd'hui pour s'en rendre compte. Alors, tu vois, alors, peut-être il y a 2 ans, si je te l'avais dit de cette manière-là, si on en avait parlé comme ça, tu m'as dit, oh, quand même, non, ça va, on met Ça tout va. dans l'ordre, ça va pas chier, quoi. Mais oui, C'est j'ai serré la main au fournisseur, je veux dire, il n'y a aucun problème. c'est bon. Sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça parce que chacun a une réalité, chaque entreprise a une réalité et quand on crée un ensemble mécanique, et ben en fait, on a et un produit en général, on a une multitude d'acteurs qui sont impliqués et ces acteurs-là, et ben il faut les faire marcher en symbiose. Ouais. Donc voilà, ce serait, je dirais, ouais, ne pas repousser pour ça, ne pas être trop flexible sur ne pas être trop intransigeant sur l'application du planning. Moi, j'étais analyste de données, donc en fait, pour moi, la vie, c'était C'est une un chiffre, matrice. quoi. Voilà. La vie, c'est une matrice et en fait, on fait des calculs sur, on fait des prédictions en fait sur les comportements et sur la finance et sur etc. Et voilà, moi j'étais très dérouté par ça au début et je crois qu'il faut pas se fixer comme ça. Enfin, il faut admettre aussi que, eh ben, en fait, c'est normal d'avoir des retards à un endroit, mais de l'avance à un autre. Ouais, mais c'est presque l'inexpérience aussi ou les débuts, tu vois, qui font que tu le tolères moins. Alors que tu vas avoir n'importe quel groupe industriel et il t'annonce une date de sortie en juin 2024, c'est très bien que ça va sortir en avril 2026. Hein. Ouais, mais c'est clairement. Le mec leur dit c'est pas normal, et tu dis voilà, non, les gars, c'est la vie, il y a des problèmes. Ouais, clairement. C'est quoi la suite? La suite, eh ben, elle est mouvementée la suite, puisque là on sort donc il y a quelques jours. Bon, je sais pas quand est-ce que l'épisode sortira, mais on sort en ce moment Dans série. les semaines à venir. Hein. Ok. D'ici la fin du mois d'avril. Bon, voilà, il y a une série sur laquelle on retrace un petit peu le parcours. Donc l'idée c'est de retracer le parcours depuis le premier proto et montrer des choses qu'on a tendance à peu montrer, c'est-à-dire des soudeurs, des fournisseurs de freins, des fournisseurs de suspension, etc., des prototypeurs. On a décidé de montrer l'envers du décor, disons, et de le montrer, de le mettre en valeur, d'en faire quelque chose de beau, parce que moi je trouve que l'industrie c'est beau. Le fait de passer du métal en fusion à une pièce anodisée, je trouve ça très beau. Donc ça, on le sort. Donc suivez ça très fort. Et tout ça, ça va nous amener à une prévente dans le mois à venir, courant mai, normalement, courant mai.
sur laquelle vous pourrez précommander en fait une Pioneer Edition. Donc les Pioneer Edition, c'est des éditions numérotées, il n'y en aura que 50. Enfin, 49. 49, ouais, ok. Il y en a une qui vient de partir, 48 peut-être là-bas, on ne sait pas. Et en fait, donc elles ne ressortiront plus. Et donc il y aura une plateforme qui sera mise en ligne pour vous permettre de... donc c'est une prévente qui vous permet de réserver, d'apporter votre soutien, de savoir que vous pouvez déduire le prix de la compte forcément de la moto et accéder à un certain nombre de privilèges. Moi j'aime bien l'aspect co-création, c'est-à-dire qu'en fait vous serez forcément consommateur privilégié de la marque, donc avec des updates sur la conception et sur le développement, un petit peu comme on avance. Moi j'aime bien tout ce qui est partager des plans de conception, etc. Je trouve ça intéressant. De toute façon il le faut avec les primo-utilisateurs. Avec les premiers acheteurs, il le faut. Déjà parce que tu as besoin de leur retour, on le disait tout à l'heure, pour passer du produit à 80 au produit à 100. Ouais. Et puis parce que c'est aussi une raison pour laquelle ils l'achètent, quoi. Ouais, bien sûr. Enfin, c'est être un des premiers, et puis c'est des éditions que tu ne trouveras pas, et puis je la revendrai x 10 dans 10 ans, quoi. Le marché du resell. C'est moche. C'est moche. Je n'ai pas fait ça. Je vais pas faire comme Cybertruck, je sais pas si tu as vu, Cybertruck aux États-Unis, ils t'interdisent de vendre avant un an. Allez. Je ferai pas ça. Ouais. C'est promis. Tu me feras signer un papier. Je dirais. Ok. Et donc voilà, c'est ça les prochaines étapes. Donc là, on est dans le, comme je disais tout à l'heure, dans le saut dans le vide. Non, on arrive dans le money time en fait. On est dans le money time, mais le saut dans le vide, ça peut être un saut dans le vide où on s'est pas préparé, et on a rien, ou alors ça peut être un saut dans le vide où on se dit bah non, j'ai quand même mis un coussin en bas, oui, non mais etc. T'as quand même bien organisé, t'es staffé, c'est prévu, il y a une vraie stratégie. Et ça, presque, c'est aussi la bonne pratique. Qui pourrait devenir une mauvaise, clairement. Je pense qu'on conclura du coup sur ça. C'est se dire au final, construire le produit, c'est qu'une étape en fait. Oui. Et derrière, c'est le vendre. Et en fait, si tu as monté une roadmap de malade, tout en étant hyper résilient, hyper souple, hyper à l'écoute, en faisant un super sourcing, même en mettant en place toutes les bonnes pratiques que tu as données, si à la fin, ton produit est prêt, tu te dis, allez go, achetez-le. C'est mort. En fait, il te faut une strate de plan 2 du coup. Dire, ok, comment on le communique? Donc c'est la web série. Comment est-ce qu'on le commercialise? C'est la prévente. Avec quel modèle économique? De quelle manière? Pour financer quel fonds de roulement? Pour en faire parler de telle manière? On en a combien à vendre? Quels sont les outils? Quel budget on met derrière? Et pas se dire, les gars, j'ai tout craqué en conception. Il me reste 50 € pour faire de la pub. Bon, ça va se dépenser en 1 heure. Mais bon, bref. Complètement, et on n'a pas parlé de cet aspect-là parce qu'on était plus sur la conception d'un produit. Ouais, mais c'est vrai qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut, il faut pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau, quoi. C'est-à-dire que c'est trop de travail pour en arriver à en vendre 2, quoi. Exactement. Ça ne peut pas être un coup d'épée dans l'eau. Et pour faire ça, alors je dis pas, le marché est impitoyable. Mais pour pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau, il y a des façons de faire. Et ces façons de faire, c'est bien sûr définir des roadmaps marketing, etc. Et essayer de comprendre comment son audience fonctionne. Donc ça accompagne quand même toute la conception. Et bien souvent, en fait, on a parlé beaucoup de conception, mais la conception, elle me prend, étant donné que j'en sous-traite une bonne partie, c'est pas ce qui me prend le plus de temps dans mon entreprise. Ce qui me prend le plus de temps, c'est d'arriver à savoir si justement, et d'arriver à faire en sorte que ce soit pas un coup d'épée dans l'eau. Que le produit soit commercialisable, commercialisé, qui remplisse ses objectifs aussi pour le grand public. Et puis pour prévoir la suite demain, quoi. Exactement. Parce qu'il y a d'autres produits, d'autres motos, d'autres idées. Il y a une logique de gamme. On fera un deuxième. Voilà. On fera un deuxième épisode. On va pas tout dire. Dans quelques mois. Non, sinon, sinon l'épisode 2 sert à rien. Bon, ok. Merci à toutes d'avoir suivi ce Startup Début épisode 3. Merci Jean, franchement, c'était passionnant. Pas de souci. Moi, je me suis éclaté. C'était génial. Après, tu sais que j'adore ton produit, tu sais que j'adore la boîte. Donc, je trouve que l'idée est géniale. Suivez-nous, vous trouverez en description évidemment de la vidéo le lien pour vous abonner à Startup Début et aux vidéos de CEO évidemment, mais aussi le lien pour aller voir et vous tenir au courant sur le site de J2R Dynamics pour voir Small, voir comment elle évolue et la précommander. Précommandez-la, franchement, moi je trouve que le produit est génial. Et on se dit au mois prochain pour un prochain épisode. À plus.